La finalité d'une telle stratégie est claire, insister sur la seule interprétation psychologisante et en dévoiler les limites pour critiquer son subjectivisme. Pour Gadamer, la psychologisation correspond en fait à un tournant esthétique ancré dans le romantisme. Comprendre serait pour Schleiermacher une transposition dans la disposition Verfassung de l'écrivain, une saisie du processus interne de la réalisation d'une œuvre, une reconstitution de l'acte créateur. Pour comprendre, il s'agit donc de revenir à la décision séminale, au Kaimann-Schluss, à l'aspect absolument individuel dans lequel s'ancre la production géniale. Rapporter au génie, à la production libre, parler est pour le Schleiermacher de Gadamer un art, et par suite comprendre également. C'est en effet en se référant au génie dans la création qu'on peut rendre compte de la nécessité du caractère divinatoire de l'interprétation. De ce fait, l'herméneutique reste un art tant que le problème de la compréhension reste rivé au problème de l'individualité. L'infléchissement esthétique est là, on débouche sur une métaphysique esthétique de l'individualité. Le pendant de cette esthétisation est la perte du problème de la vérité, en posant que Schleiermacher ne s'attache qu'à la production libre. Gadamer peut affirmer que l'herméneute romantique ne s'intéresse pas au contenu, c'est-à-dire à la vérité. Le langage est un champ d'expression et sa priorité dans le domaine de l'herméneutique signifie pour Schleiermacher qu'en tant qu'interprète, il considère les textes indépendamment de leur prétention à la vérité comme de purs phénomènes d'expression. Or, et c'est ce qu'il nous faut montrer à présent, cette esthétisation ou romanticisation de Schleiermacher, qui dans sa caricature a certes un rôle stratégique, brosse une image fausse de Schleiermacher. En quelques mots, Gadamer méconnaît l'ancrage systématique de l'herméneutique dans sa relation avec la dialectique et l'éthique, en la rapportant exclusivement à l'esthétique. Dans l'éthique et la dialectique, il ne s'agit jamais de dire n'importe quoi, mais de dire vrai, pour faire progresser le savoir dialectique ou en général l'esthétique, éthique. La visée ultime et originaire n'est autre que l'identité de l'être et de la pensée. Schleiermacher distingue par suite clairement la fonction expressive de l'art et celle du langage. Il écrit ainsi par exemple dans son éthique de 1805-1806 « Toute œuvre d'art veut être comprise, mais aucune comme la langue ». Nous dirons bien plutôt de toute œuvre d'art qu'elle ne peut jamais être totalement comprise. L'herméneutique n'a affaire qu'aux discours qui sont corrélatifs à la pensée. Ce qui lui importe par-dessus tout, c'est le contenu cognitif du discours, et l'expressif n'a d'importance que dans la mesure où il participe à sa détermination. Gadamer oublie, ou tout du moins néglige, l'interprétation grammaticale. Certes, il en est conscient, mais ce qu'il dit de la théorie herméneutique de Schleiermacher, de ce fait, n'est plus que caricature. Schleiermacher a toujours insisté sur la complémentarité des deux tâches, psychologiques ou techniques et grammaticales. Il est impossible qu'un interprète prétende ne s'attacher qu'à l'une d'entre elles. Les discours prononcés à l'Académie le disent clairement. Un interprète de cette sorte, qui voudrait bâcler l'aspect linguistique, autrement dit celui qui se contente du psychologique, non seulement se tromperait beaucoup, aussi intelligente que soit la manière dont il est amoureux de son auteur, mais cet interprète ne pourrait toujours être que ce qu'on a appelé un nébuliste. L'interprétation fondée exclusivement sur le sentiment, aussi sympathétique fût-elle, ne débouche que sur la nébulosité parfaitement contraire à une théorie qui réclame une lumière claire. Il est donc faux de charger ainsi Schleiermacher d'un excès de psychologisation. Mais il y a plus, l'analyse même de l'interprétation psychologique par Gadamer est fausse dans la mesure où elle s'établit sur l'exclusive connivence du sentiment. Il écrit « À la production géniale correspond du côté de l'herméneutique la nécessité de la divination, du deviné immédiat qu'il présuppose. En dernière instance, une espèce de congénialité. Si les limites séparant la production sans art et la production artistique, la production mécanique et la production géniale sont fluctuantes, dans la mesure où c'est toujours une individualité qui s'exprime et qu'il y ait à l'œuvre un moment du génie libre de toute règle, comme chez les enfants qui s'intègrent de façon vivante dans une langue, alors il en résulte que le fondement ultime de la compréhension doit toujours être un acte divinatoire de la congénialité, dont la possibilité repose sur une liaison préalable de toutes les individualités.
ce qui signifierait que la compréhension psychologique est essentiellement compréhension par sentiment. Or, la compréhension psychologique n'est pas chez Schleiermacher une immédiateté du sentiment. Il s'agit d'une reconstruction hypothétique du discours, ou en termes schleiermacheriens, d'une reconstruction de la combinaison des pensées. Bref, même l'interprétation psychologique ne fait pas l'économie du caractère constructif de la compréhension, qui suppose non seulement le procédé divinatoire, mais encore le procédé comparatif. Car ici aussi, je ne comprends rien dont je ne saisisse la nécessité et que je ne puisse construire. Même dans une perspective psychologique, on ne peut passer sur l'exigence critique. Parlant du procédé divinatoire, il ne s'agit jamais d'adhérer aveuglément à un sentiment, ce qui est, on en conviendra, un moyen de se tromper aussi souvent que précipitamment. Contre une telle adhésion irréfléchie, Schleiermacher écrit « Mais on ne peut faire preuve d'assez de prudence en examinant sous tous les aspects ce qui se présente ainsi de façon hypothétique, et même alors de ne l'établir provisoirement que si cela n'entraîne aucune contradiction. Et il faut bien entendre contradiction dans toute sa portée logique. La contradiction sous la forme du principe de non-contradiction auquel il est ici fait appel comme principe fondamental de la raison. C'est pourquoi l'herméneutique s'ouvrira sur une théorie de la construction rationnelle exposée par la dialectique. En fait, Gadamer disposait au départ de deux stratégies d'interprétation de Schleiermacher. Pour cela, il faut avoir à l'esprit un autre pôle d'interprétation constitué par l'édition de l'herméneutique, à partir des manuscrits inédits et originaux réalisés par Heinz Kimmerle en 1959, à l'instigation de Gadamer lui-même, qui a beaucoup contribué à la réalisation de cette édition. Ces manuscrits semblaient au premier regard montrer l'extrême importance que Schleiermacher attacha à la structuralité de la langue, à travers ce qu'il appelle l'interprétation grammaticale, qui quantitativement est plus développée dans ses notes. En cela, elle semble aller contre l'interprétation que Vérité et méthode a finalement fixée en 1960, bien que Gadamer disposât de cette édition critique. Le fait mérite donc explication. À la vérité, Gadamer était engagé à la suite de Heidegger dans une discussion contre Dietheley et l'historicisme qui reposait sur le travail d'annulation de la distance séparant auteur et lecteur au moyen de la reproduction psychologique. Le sujet devenait en quelque sorte accessible et n'était pas entièrement soumis à un destin qui, de dehors, le menait. Cette liberté et autonomie du sujet étaient contraires à l'intuition première de l'herméneutique philosophique de Gadamer. La compréhension se mouvant dans la dimension langagière, le sujet participe selon lui à une structure qui le dépasse. Le monde de concepts dans lequel l'activité philosophique se déploie nous a depuis toujours englobés, de la même manière que la langue dans laquelle nous vivons nous a déterminés. Que faire dans cette situation et dans la lignée de l'ontologie fondamentale du Père, de l'herméneutique philosophique? Schleiermacher, à vrai dire, seules deux solutions étaient envisageables pour Gadamer, qui devait finalement privilégier la première. Une, soit on fait de Schleiermacher le penseur de l'empathie, de la sympathie, de la compréhension psychogéniale. Il faut alors le condamner comme on condamne Dietheley et sa prétention à réduire l'écart historique au lieu de s'en tenir à cette distance qui est le respect de la tradition. Pour cela, il faut charger de l'interprétation psychologique afin d'en faire ressortir l'unitéralité pour d'autant mieux soumettre à contrario l'individu à cet envoi de l'être qu'est la langue. 2. Soit il convient de montrer, apparemment contre Dietheley, que Schleiermacher ne privilégie pas l'aspect psychologique ou technique de l'interprétation, mais au contraire l'aspect grammatical, c'est-à-dire la langue en ses structures générales. La langue est alors présentée comme quelque chose qui dépasse les individus, un médium où ils sont plongés dans une partielle inconscience, quelque chose qu'ils trouvent là, toujours déjà là, pourrait-on dire, en dehors d'eux et les constituants. La langue relèverait au fond d'un Seinsgeschick, elle serait envoyée à l'homme comme parole de l'être. Plus besoin alors de critiquer Schleiermacher qui dirait seulement d'une autre manière Die Sprache spricht, la parole parle. Citons en ce sens un passage plus long mais capital. Nous affirmons tout d'abord que le langage qui permet qu'une chose vienne à être dite n'est pas une possession dont puisse disposer l'un ou l'autre interlocuteur. Tout dialogue présuppose un langage commun, ou mieux, tout dialogue fait se constituer un langage commun.
c'est quelque chose de déposé au milieu, comme disaient les Grecs, à quoi les interlocuteurs ont part et sur quoi ils fondent leur échange. Cette entente sur la chose que veut réaliser le dialogue signifie donc nécessairement que le dialogue vienne à élaborer un langage commun. Ce n'est pas là un processus extérieur entre instruments qui s'ajustent. Il n'est même pas exact de dire que les interlocuteurs s'adaptent l'un à l'autre. Dans le dialogue réussi, ils se mettent bien plutôt tous deux sous la vérité de la chose, et cette vérité les unit en une communauté nouvelle. L'entente au sein du dialogue ne consiste pas simplement à tout mettre en jeu pour faire triompher son propre point de vue, elle consiste à se transformer dans ce qui est commun, transformation à la faveur de laquelle aucun ne reste ce qu'il était auparavant. Sont alors manifestes les raisons pour lesquelles Kim Merlet pouvait être poussé à mettre l'accent sur l'interprétation grammaticale qui considère la langue dans son identité, en ce qu'elle dépasse les individus. Les individus appartiennent à la langue qui est présente de l'être. C'est en ce sens que Kim Merlet dit à l'adresse de Gadamer: les théories de Schleiermacher auraient pu alors se révéler immédiatement fécondes, avant tout pour la dernière partie de son livre où il considère le langage comme le milieu universel de l'expérience herméneutique. Cette approche restait cependant très partielle, car il y a toujours chez Schleiermacher interdépendance entre l'individu et la langue. Les individus dépendent de la langue tout comme la langue dépend des individus. Aussi, Kim Merlet devait-il se rétracter quant à sa surestimation de l'aspect grammatical pour les premiers développements de l'herméneutique de Schleiermacher, alors que Gadamer conserva la caricature psychologisante pour mieux la critiquer, voire pour faire de Schleiermacher un anti-Hegel. On ne saurait cependant justement ignorer que Gadamer le premier est conscient de certaines des limites de son interprétation, même si c'est sa lecture dans Vérité et méthode qui a été marquante dans l'histoire de la pensée. C'est apparemment dans la perspective d'un tel correctif qu'il revient sur ses thèses dans un article de 1968 consacré au problème du langage chez Schleiermacher. Il y reconnaît volontiers la spécificité de sa perspective. Dans le cadre systématique de mon essai sur l'herméneutique philosophique, j'ai essentiellement fait appel au travail de Schleiermacher, tout comme de Dittler, pour établir un contraste critique lorsque j'ai souligné la signification du mode psychologique d'interprétation comme ce qui est le plus propre à Schleiermacher. L'authenticité était donc remplacée par la Wirkungsgeschichte, le travail de l'histoire, la tradition. De manière souvent plus juste, il s'efforce alors de resituer l'herméneutique de Schleiermacher par rapport à l'éthique et à la dialectique pour tenir compte de l'aspect principalement méthodique et technique de l'herméneutique. Ce n'est pas ici le lieu de reprendre en détail cette correction de Gadamer par lui-même. Il suffit de remarquer qu'au lieu d'insister sur le psychologique, Gadamer va mettre l'accent sur la stabilité de la structure linguistique, reconnaissant de ce fait une certaine légitimité aux arguments de Kim Merlet. L'apport de l'individualité à la langue n'infléchirait pas la langue. Mais Schleiermacher n'insiste pas assez, au goût de Gadamer, sur la transcendance et le caractère ontologique du langage. Schleiermacher me semble méconnaître ici que le langage en tant que langage est en mesure de donner une expression adéquate à toutes les pensées sans que la langue fût changée par l'originalité du point de vue qu'elle exprime. D'une manière générale, l'auteur est soumis à la puissance de la langue. Schleiermacher n'aurait donc pas compris à quel point il y a emprise du langage, soumission des individus qui parlent à sa domination. Les sujets au fond doivent se contenter de participer à la parole. Ce sont là les idées de la fin de Vérité et méthode, là où ressurgit l'ontologie de Die Sprache spricht de Heidegger. Il est naturellement plus juste de dire que la langue nous parle que de dire que nous la parlons. Voilà qui est profondément contraire à l'intuition de Schleiermacher. Parlant de la relation de celui qui discourt à la langue, ce dernier écrivait bien « il est son organe et elle est le sien », ce qui signifie que l'individu peut agir sur la langue. On voit partout la lutte contre la langue pour mener, en dépit de l'identité des expressions, à la différence du désigné. La pure transcendance de la langue n'est pour Schleiermacher que fiction. L'image de Schleiermacher, qui s'est imposée dans la seconde moitié du XXe siècle, l'a donc aidé dans un contexte intellectuel qui lui est étranger. L'image de l'herméneute subjectiviste se trouve encore chez Paul Ricoeur, bien que ce dernier ait une approche plus nuancée qui le conduit à noter parfois chez Schleiermacher
un heureux mariage de la génialité romantique et de la virtuosité philologique. Mais Ricoeur ne semble pas prendre toute la mesure de ce que Schleiermacher aurait pu apporter dans le contexte de sa philosophie à une herméneutique du soi. Sauver Schleiermacher dans la perspective de l'herméneutique universelle. L'insuffisance reconnue de cette lecture de Schleiermacher rend nécessaire la recherche de correctifs, ce qui au départ a été fait dans la perspective même de Gadamer. À ce titre, on peut faire figurer les lectures de Gianni Vattimo et de Jean Grondin. Vattimo est aussi intéressé par Heidegger que par Gadamer, dont il est en Italie l'introducteur direct comme traducteur. Il est par ailleurs l'un des premiers à avoir travaillé sur Schleiermacher dans une perspective philosophique générale, tout en insistant sur son herméneutique. Il a ainsi soustraite à l'exclusivité de son ancrage esthétique pour la réinscrire dans le cadre philosophique de l'éthique. De ce fait, il semblerait qu'il aborde Schleiermacher avec la largeur de vue qui convient, même si sa finalité est, on le verra, peu conciliable avec la pensée de Schleiermacher, en ce qu'il se rattache fortement à l'ontologisation propre à l'herméneutique existentielle d'inspiration heideggerienne. L'un des résultats saillants de la philosophie contemporaine, principalement mais pas exclusivement de l'existentialisme, est dans la reconnaissance de la structure interprétative de toute l'expérience humaine. Ce que veut montrer Vattimo, c'est la vocation de l'herméneutique à s'interroger sur le mode d'être de l'homme dans le monde. Dans cette perspective, qui par-delà Heidegger se veut un complément à vérité et méthode, Vattimo commence par l'analyse des prémices de la théorie schleiermacherienne de l'interprétation qui sont essentiellement dégagées à partir de sa conception de l'individualité comme cœur de l'éthique et de la philosophie, de la culture. Après quoi il procède à une reconstruction à travers une lecture linéaire des notes sur l'herméneutique éditées par Kim Merlet de ce que Ditley appelait le système de l'herméneutique. Si l'idée de recourir à un cadre philosophique plus large, en omettant néanmoins la dialectique, qui, de l'aveu même de Schleiermacher, est la clé de voûte de son système, ce qui ne laisse pas d'être fâcheux et pertinente et même nécessaire. Vattimo ne réussit pas pour autant à établir un lien entre les deux parties que sont l'éthique et l'herméneutique. La raison en est toute simple. En voulant présenter l'herméneutique comme toute la philosophie, celle sur laquelle débouche même l'éthique, il s'interdit de lui assigner sa place authentique dans le cadre du système. C'est qu'il méconnaît probablement volontairement la visée systématique de Schleiermacher et le rôle de technique, Kunstlehre, qui revient à l'herméneutique en raison de sa déduction à partir de l'éthique. C'est pourquoi Vattimo préfère toujours les œuvres de jeunesse, plus immédiatement romantiques ou littéraires, fragmentaires et poétiques, au point de dire des œuvres philosophiques de la maturité, qu'elles sont souvent grevées par un style de pensée insupportablement systématique et constructiviste. Or, nous montrerons qu'il est de l'essence même de la philosophie de Schleiermacher d'être systématique en sa visée, même si dans sa réalisation le système demeure, pour des raisons principielles, ouvert. Il est impossible, en dehors de cette architectonique, de situer les éléments dialectiques, éthique, herméneutique, esthétique, psychologie de la philosophie de Schleiermacher. Si on y voit un carcan insupportable, c'est qu'il est probablement et simplement incompatible avec la position qu'on veut défendre, à moins qu'on ignore tout simplement le caractère régulateur de l'idée de système. On trouve là, en tout cas, une raison pour laquelle j'ai opté pour la voie longue de la traversée du système. Il serait néanmoins injuste de ne pas noter que bien plus tard, Vattimo revient sur ce rapport entre éthique et herméneutique initialement laissé dans l'ombre. Il insiste alors sur le lien, ici chez Schleiermacher, clairement annoncé entre éthique et herméneutique. Tout laisse à penser que ce sont les théories modernes de la communication, la discussion autour de l'éthique de la communication chez Habermas ou Appel, qui ont conduit Vattimo à percevoir ce rapport. L'herméneutique chez Schleiermacher vise, est-il ainsi remarqué, à reconstruire une communauté, puisqu'il y a au départ de toute forme de mécompréhension une absence de communauté idéale entre auteur et lecteur. Une telle théorie de la communauté est en son essence éthique. C'est donc là la clé de la thèse initiale de Vattimo.